Du coup, salut mon petit Charles, tu es le premier à passer dans Les Paroles confinées. Petite Salut création, Antoine. salut, salut. Petite création qui me passait par l'esprit hier, tout juste hier, on s'était eu aussi au téléphone hier. Et donc le but du jeu, c'était de proposer un petit contenu vachement informel où je contacte dans un premier temps mes amis qui sont un peu éparpillés sur Terre et qui ont leur propre parcours, leur propre vie, notamment durant ce confinement qui est lié à la pandémie du Covid, qui touche globalement toute la Terre entière. Et donc c'était un petit peu pour pouvoir avoir le ressenti de chacun sur comment la crise a été perçue, comment elle est arrivée en fonction de là où ces gens-là habitent, et comment le temps se déroule depuis cette crise-là, quelles sont les pensées, les réflexions, les analyses personnelles sur soi et aussi les analyses qu'on peut faire sur le monde et la gestion de la crise par le gouvernement en question. Donc voilà, c'est le but Mhm. du jeu, c'est que tu puisses t'exprimer le plus librement possible là-dessus et voilà, donner ton opinion et vraiment ce que toi tu ressens vis-à-vis de toi-même par rapport à ça. Et aussi les opinions politiques que tu peux avoir sur effectivement parce que je pense que le modèle économique et le modèle de société dans ce cas de figure d'une pandémie sont vachement affectés. Donc on Mhm. va pouvoir avoir un petit peu discuter de tout ça ensemble, mais dans un premier temps, juste ouais, que tu nous fasses une petite présentation, un petit état des lieux de ta personne, savoir qui tu es. Bah, avec plaisir. Écoute Antoine, moi je suis Charles Rosinski, je suis donc professeur de français. Depuis cette année, je travaille à Cayenne. Donc quand tu disais que tu allais interviewer un peu le monde entier, là pour le coup, tu commences très loin, De ouf. très loin, mais malgré tout, faut pas oublier que c'est quand même un bout de France, hein, Mhm. un petit bout de France à l'autre bout du monde. Donc voilà, j'ai commencé mon travail de prof de français à Cayenne, au lycée et au collège en octobre, donc un peu en cours d'année. Et bah, exactement comme la métropole et comme tous les dom-toms, j'ai été confinée à partir de mi-mars. Ok. Et c'est un peu tombé comme un cheveu sur la soupe, on s'y attendait pas du tout. La veille encore, je donnais cours à mes premières en vue de la préparation du bac. Ouais. Et ça nous est tombé dessus complètement, complètement cash. Mm. Ok. D'accord. Et effectivement, moi, c'est intéressant de voir que c'est comme tu dis, c'est un dom-tom, donc c'est lié à la politique française à ce niveau-ci. Donc effectivement, c'est tombé un Mm. samedi soir de mémoire. C'est ça. Et effectivement, tout a dû se fermer dès le lendemain, donc un peu dans la précipitation. Donc Totalement. après, comment ça s'est passé en Guyane pour la mise en place de ce confinement? Qui a relayé les informations gouvernementales? Comment ça s'est fait? Bah, comme dans toute la France, le président, hein, on a attendu l'allocution. On savait Hmm. qu'il allait s'exprimer donc le samedi, si je ne m'abuse. Ouais, Et il nous a dit que lundi, personne ne rouvrirait. Donc, donc c'est à partir de ce moment-là que tout s'est grosso modo arrêté. Alors, la particularité peut-être de la Guyane, ça a été, j'allais dire, l'effet du message, parce que j'ai l'impression qu'en métropole, il a été suivi très rapidement ouais. et voire même efficacement. En Guyane, c'est plutôt à la cool, hein, de Mhm. manière générale. La vie est à la cool ici, mais c'est vrai que les mesures de confinement ont été appliquées sur beaucoup plus de temps, c'est-à-dire qu'on a mis un bon 2, 3 semaines à voir moins de gens dans les rues, D'accord. hein. Donc peut-être parce que l'information a été moins bien reliée. Il faut savoir quand même qu'en Guyane, il y a pas les moyens de connexion, d'information qui sont les mêmes qu'en métropole. Donc forcément, je pense à moi des élèves qui n'ont même pas Internet. Donc de là à ce qu'ils Hmm. écoutent le président pour se confiner, c'est compliqué. Ouais, Voilà. donc effectivement, enfin, la gravité entre guillemets de la situation n'a pas été bien transmise. Tu penses que ça s'est joué à quel Mm. niveau, toi? Je pense que ça s'est joué géographiquement parce que les Ouais, gens se disaient bah, c'est en Chine, ensuite c'est en Italie, ensuite c'est en France, mais bon, en Guyane, on est quand même loin de tout ça, hein. Je pense que c'est ce qui a primé. Même pour moi, hein, pour être honnête, je me suis dit, bon,
tout ça se passe en métropole. En plus, l'Amérique du Sud était le seul continent qui n'était pas affecté par Hmm. le virus au début. Donc, c'est vrai qu'on s'est dit, bon, on peut continuer à sortir un peu, à continuer à vivre, d'autant que les commerces étaient toujours ouverts. Voilà. Sauf qu'on a très vite déchanté. Ouais, et il n'y a pas eu un effet un peu comme on voit dans les films où on annonce une catastrophe, les gens qui se ruent un peu dans les boutiques ou quoi, il n'y a pas eu cet effet-là en Guyane, non? Non, en tout cas, moi, je l'ai pas vu à Cayenne même. Ouais, Ça m'étonnerait qu'il se soit passé dans d'autres villes. Il n'y a pas eu ce côté, c'est la crise, c'est terrible, on va se ruer dans les supermarchés. Ils étaient, même encore maintenant, il n'y a aucun problème d'approvisionnement. ok. Les gens gèrent leur consommation quand même de manière vachement responsable. Parce que je pense aussi ils consomment moins. Tu vois, tu parlais de Ouais. l'aspect un peu global de la chose. Je pense qu'en Guyane, ce sont des. Enfin, maintenant, on est des gens, hein, je peux Hmm. dire on, qui consommons beaucoup moins, déjà à cause des prix qui sont Ouais. hallucinants ici. Et puis à cause du mode de vie qui fait qu'il est beaucoup plus détendu, beaucoup plus. On a vraiment l'impression en Guyane que quelqu'un a appuyé sur pause, quoi. Hmm. Tu vois, autant à Paris, ça court, on est toujours en accéléré, il y a toujours 38 choses à faire. Ici en Ouais. Guyane, c'est en fonction du temps. Et forcément, quand le temps est beau, on a envie de se prélasser, d'attendre. Hmm. Et il y a pas eu cet aspect de panique. D'accord. Et effectivement, ouais, comme tu disais, juste pour un peu plus de précision là-dessus, tu me disais tout à l'heure avant qu'on fasse le live, au niveau des prix enfin, des produits de première nécessité ou quoi, enfin, t'estimes à combien le pourcentage de produits qui sont purement et simplement importés, qui n'existent pas, qui ne sont pas fabriqués sur le sol guyanais? 99,8% Ok, à peu près, hein. Je d'accord. suis pas statisticien, donc je pourrais pas te dire, mais en vrai, les seuls produits typiquement guyanais fabriqués ici, c'est les avocats, c'est quelques fruits, quelques légumes. Hmm. Il y a très peu d'abattoirs, etc. Donc la viande, elle est importée. En fait, tout est importé, comme si c'était une île, alors que paradoxalement, c'est le seul dom-tom qui n'est pas une île, la Guyane. D'accord. Ok, mais sinon Donc, dans les boutiques, du coup, tu retrouves, comme nous en métropole ou en France, les mêmes marques, sauf que c'est purement importé, quoi. Ou c'est... alors, ouais, tu retrouves à peu près les mêmes marques. Ça dépend où tu fais les courses. Alors ici, ce qui est particulier, c'est que, nous à Paris, quand on va à la supérette, on dit: «On va chez l'arabe». Ici, on va chez le chinois. C'est comme ça. C'est différent, à ce niveau-là et du coup, c'est vraiment des toutes petites structures et tu divises le choix, énormément par Hmm. rapport à ce que tu peux avoir dans une enseigne, en métropole. Mais ouais, donc c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 26 paquets de jus d'orange, tu vas en avoir 3 ou 4, quoi. D'accord, ok. Ok, Mais d'accord. c'est des marques françaises, hein, il y Hmm. a quasiment tout est importé de métropole pour ce qui concerne les produits français. Après, il y a certains trucs de niche qui sont pas trouvables du tout, genre le fromage, moi je vous envie de fou, quoi. Enfin, le fromage, c'est terrible. On a cette chance-là, ouais, en France, de pouvoir y Ouais. avoir encore accès, ouais, c'est clair. Ok, ok. Et du coup, un peu, comment toi, comment t'as perçu, avant de nous dire comment t'as vécu ce confinement un petit peu rapide, comment t'as vu les choses se mettre en place? Donc, tu as commencé à nous dire que c'était un petit peu, bon, les écoles et tout, je pense que les structures comme ça ont fermé net et rapidement, mais comment Mm. toi t'as vécu ce truc-là un peu personnellement et comment t'as perçu le monde extérieur qui t'entourait à ce moment-là? Mm. Au niveau du travail surtout, Au c'est niveau du ça? travail, ouais, ouais, un peu de tout. Comment tu as perçu cette transition du jour au lendemain où tout allait bien, où tu faisais encore court, comme tu disais, à Mm. un arrêt net et précis de toute activité, quoi. Bah, écoute, je l'ai perçu comme nécessaire déjà parce que, même si la Guyane avait très peu de cas au début, vu les structures et vu le fait qu'il y ait 2 hôpitaux pour tout le territoire, c'est sûr Hmm, que prendre le moins de risques, ça paraissait évident. ok. Donc, je ne l'ai pas mal accueilli ce confinement. D'ailleurs mes élèves non plus, hein, j'ai été en contact avec eux, régulièrement, je le suis toujours. Et aussi, ils l'ont perçu comme une nécessité, c'est-à-dire pas du tout comme, quelque chose de forcé: «Oh là là, quelle horreur, on va devoir s'enfermer». Non, au début, c'était presque comme un espèce de week-end prolongé, tu vois? Hmm, C'est-à-dire avec des cours en télétravail parce que du coup, nous, professeurs, on doit ouais. s'adapter à notre pédagogie et puis les élèves, voilà, qui vivaient ça vraiment. Bah, d'ailleurs, ils ont inventé une expression que je trouve géniale, les corona vacances, tu vois?
Corona vacances. C'était c'était Intéressant. c'était vraiment leur point de vue par rapport à tout ça. Ouais. Et plus le temps avance, moins ça devient drôle, quoi. On sent qu'il y a une forme de gravité qui s'installe, que c'est moins des vacances qu'un confinement. Voilà, qu'un confinement, un truc où on est obligé de Hmm. couper un peu ses libertés personnelles. Ok, Voilà. d'accord. Et du coup, comment le ministère de l'Éducation, est-ce que vous avez reçu des directives, une démarche à suivre pour ne serait-ce, bah, comme tu dis, le télétravail, la transmission peut-être de devoirs, de suivi au niveau des élèves, ou c'était en mode, bah, c'est vous qui improvisiez et vous pouviez proposer des trucs? Ah bah, écoute, pour te répondre tout à fait honnêtement, on n'a eu aucune directive dessus. Heu, on a été, placés devant le fait accompli, Hmm. c'est-à-dire, voilà, vous êtes confinés, vos élèves doivent avoir, accès à la fameuse continuité pédagogique, donc continuer à donner des cours, mais absolument aucune orientation sur comment, quoi faire, ni au niveau du ministère, ni au niveau académique. Et après, au niveau du réseau des collègues, bien sûr qu'on s'est un peu entraidés, on s'est donné des tactiques et tout, mais aucune directive venant du dessus. Et on en parlera peut-être plus tard, mais ce qui m'inquiète, en tout cas personnellement, très très fort depuis ce confinement, c'est le déconfinement au niveau Hmm. des écoles. Bien Et a sûr. fortiori en Guyane, mais on en parlera peut-être après. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah là, ce sera, on va essayer de se recentrer un tout petit peu maintenant, un petit peu sur toi, savoir comment Ouais. toi, tu as vécu le truc, cette durée au début un petit peu initiale de confinement qui, moi, pour te dire mon ressenti à moi, au début, c'est vrai que la première, deuxième semaine, bon, il y a eu, comme tu dis, un peu cet effet Corona vacances, entre guillemets, où, bon, il y a eu une cassure dans le rythme de vie, mais ça n'a pas été trop désagréable, entre guillemets, dans un premier temps. Et effectivement, au fil du temps, au fil des jours et des semaines, là, je pense qu'on rentre un petit peu dans un autre rapport à l'espace-temps. Et moi, j'aimerais du coup savoir un peu toi comment tu l'as vécu personnellement. Est-ce que ça t'a affecté émotionnellement? Est-ce que tu as remis en question certaines choses te concernant ou ton orientation future? Voilà, un peu toutes ces questions qui ont pu te traverser l'esprit. Bah, écoute, je partage, beaucoup ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que, il y a plusieurs étapes, je trouve, dans cette, approche, cette toute nouvelle approche au temps, en fait. Parce que, ça nous fait déjà nous rendre compte que le temps qu'on passe au travail, tous, hein, Ouais. la durée, la quantité de temps de travail qu'on donne à la société qui est juste énorme, en fait, et qui fait passer nos journées, littéralement. Donc au début, voilà, c'est quelque chose de très agréable. C'est voilà, ce que je te dis, c'est une sorte de week-end prolongé, mais qui devient petit à petit un jour sans fin. Il y a plus vraiment de notion d'heure, de temps, en fait, tout Mhm, simplement. mhm. C'est quelque chose qui ne s'arrête pas, qui est constant et où on cherche perpétuellement de nouvelles activités. Alors comme tout le monde au début, les résolutions, je vais écrire, je vais lire, je vais, me lancer dans quelque chose que, j'ai pas fait depuis, super longtemps et cetera. Mais finalement, en fait, on se rend compte, enfin, en tout cas moi personnellement, j'ai trouvé que, je me mettais une espèce de pression que personne m'a demandé de me mettre. Mhm. Et c'est là où je me suis rendu compte d'une forme d'aliénation, tu vois, du travail, c'est-à-dire toujours être obligé de faire quelque chose, sinon tu culpabilises et sinon c'est: «Oh là là, comment ça, tu rien fait?» Enfin, c'est des choses que tu te dis tout seul, hein. Forcément, le confinement seul a quelque chose de tout à fait schizophrénique dans le côté joli de la chose. C'est-à-dire que forcément, on se dit, «Je vais faire ça». 5 minutes après, tu y reviens en disant: «Bon, bah, Ouais. finalement, ça ne sert à rien» et après tu culpabilises de ne pas avoir fait la première chose. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et Voilà. ouais, effectivement, je pense que ça, le truc marquant là-dedans, c'est de voir que ça nous a complètement bouleversé comme tu dis, on a été quand même formé et préparé à ce truc il faut effectivement avoir une idée de ce qu'on veut faire, un rôle qu'on veut soutenir tout au long de notre vie, une profession, une activité, des projets, de la projection, de l'anticipation, un regard Mmh. positif sur le passé, nanani nana. Et là, on se retrouve du jour au Tout à lendemain, fait. effectivement, à compter les secondes
et à se retrouver à une forme un petit peu d'essentiel. Je pense qu'il y a eu, comme tu dis, un effet schizophrénique qui a été peut-être bon comme mauvais, mais il y a eu aussi, je pense, je sais pas toi si tu l'as vécu comme ça, mais une sorte de retour un peu à une sorte de forme de pleine conscience, au sens où, bah, certes, tes journées se ressemblent énormément, mais tu as une sorte d'instinct un petit peu de survie naturelle qui se met en place où tu vois les choses un peu différemment chaque jour, tu penses un petit peu différemment, tu te forces à ce que tu regardais par la fenêtre un jour, le regarder peut-être un peu différemment. Et je trouve qu'il y a une forme d'adaptation et de pleine conscience où tu te satisfais du coup de beaucoup moins. Et tu te rends compte que bah, tu es dans un état de survie un petit peu, parce que sinon tu deviens clairement dépressif, je pense. Alors, je sais pas comment tu vois les choses, toi, par rapport à ça. Est-ce, Ouais. est-ce que tu l'as vécu Ouais, comme ouais, non, ça? je suis complètement d'accord parce que du coup, avoir autant de temps disponible, qu'au début, on a envie de remplir avec énormément de choses, que ce soit des activités intellectuelles, physiques, artistiques, Mhm. etc. On- Petit à petit, plus ça passe, et effectivement, il y a un regard qui est peut-être plus global, tu vois. Paradoxalement, tu es seul. Moi, Ouais. forcément, en Guyane, seul de chez seul, tu vois. C'est-à-dire que mes copains, ma famille, etc., tout le cercle proche est loin. Mais paradoxalement, il y a des moments où je me sens beaucoup plus proche de quelque chose qui m'a toujours beaucoup attiré. C'est un concept de collectif et d'humanité. Mhm. Tu as commencé en préambule en disant que la moitié de la Terre était confinée et que toute la Terre était affectée par ce Covid. Je trouve que moi, j'ai développé pas mal de réflexions sur le fait qu'on est tous dans le même bateau. Tu vois, il n'y a plus de division, en tout cas sur ce sujet très précis. Ouais. On est tous comme ça, et je trouve que la solitude et le temps long permet cette réflexion collective et qui fait, je trouve, beaucoup de bien de manière générale à tout le monde, hein, à tout le monde, même les gens qui sont plus ou moins confinés, parce que malgré tout, il y a toujours des gens qui continuent à travailler, qui Mhm. continuent à faire rouler la société, mais je sais pas, j'ai beaucoup plus l'impression, grâce à ce temps long, qu'on marche tous ensemble, tu vois, dans le même sens. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que on peut se faire confiance en fait. Je pense que peu importe ton milieu social, ton niveau d'éducation, ton niveau de curiosité, d'accès à la culture, dans des cas de Ouais, figure comme celui-ci, je pense que on est tous capables de l'affronter. Alors, à des degrés différents, effectivement, il y a des gens qui sont peut-être plus affectés que d'autres, il y en a qui y arriveront mieux que d'autres, mais effectivement, comparé au discours que tu peux un petit peu voir à la télé et le maigre choix de chaînes d'information que tu as, fait que bah, ce qui est diffusé, c'est beaucoup de messages d'alerte, de relance, de pédagogie collective, les fameux gestes barrières. On répète ça un peu tous les jours aux gens comme si c'était pas encore rentré et qu'il fallait leur répéter tous les jours à des gosses pour que ça rentre en tête. Alors qu'au final, si tu lis un peu de trucs alternatifs et tout, tu te rends compte que ça a été globalement bien intégré par les gens, que justement beaucoup de spécialistes s'étonnent de voir que le confinement s'est supporté par beaucoup de gens et qu'ils avaient peur au contraire qu'il y ait une vraie dépression collective, au contraire, plutôt que d'humanité collective qui est une vraie dépression collective. Il n'y a pas eu, comme je t'avais posé la question au début, de ruée dans les magasins. Il y a peut-être eu ça au début avec le PQ. Bon, ça a fait rire tout le monde. Moi, ça nous a tous un peu peut-être désespérés à un moment donné, mais au final, bah, c'est revenu à la normale. Et, euh, et le pire, ça me fait penser, je sais pas si tu as dû voir ça un petit peu sur les réseaux, mais les stars qui étaient genre Schwarzenegger dans son dans son palace, dans sa jacuzzi, ouais. jacuzzi, avec son Ouais, cigare, qui dit, écoutez, oui, restez chez vous. Tu vois, donc il y a vraiment une sphère de gens qui ont l'impression que bon, bah, l'humanité, bon, c'est joli, mais il faut quand même un peu leur dire des fois la bien-pensance. Mais au final, on se rend ouais. compte, et comme tu dis, que ça. Pour moi, pareil, je me rends compte près de chez moi, c'est bon, il fait beau, t'as quand même des gens qui sortent, mais globalement, je vois pas où est-ce que c'est mal respecté. Enfin, je l'ai pas vu de mes yeux en tout cas. Donc, Mm. me prononcer là-dessus et m'y opposer, non. Donc Non, mais voilà, c'est ça, hein. mais Puis, ouais. ouais, Non, non, dis-moi. faut pas oublier aussi que ça fait presque plus d'un mois maintenant, au jour où on se parle, que les gens font cet effort-là.
Et je ne sais pas si avant le Covid, on leur aurait dit, bah tiens, vous vous confinez un mois, les gens, ils auraient dit, bah oui, bien sûr, je peux, il n'y a pas de souci. Enfin, Ouais, cette privation de liberté, il ne faut pas oublier que c'est une difficulté pour beaucoup de gens, mais ouais, bien qu'ils sûr. ils s'y astreignent sérieusement. Et évidemment, je pense que c'est dans tout l'intérêt des grands médias, comme tu dis, et du peu de pluralité d'informations, que de montrer justement seulement les comportements un peu déviants du style, voilà, une allée un peu pleine de joggeurs, etc. Loin de moi l'idée de penser que c'est la majorité des gens, hein. Mmh. Très très loin. Mmh, bien Enfin, sûr. c'est le rôle même des médias de zoomer sur quelque chose pour en parler, et en même temps que tu veux qu'ils parlent de quoi d'autre. Enfin, je veux dire, ils sont obligés de pointer des comportements un peu déviants pour cliver, continuer à cliver, parce que la majorité des gens respectent et je trouve qu'il y a beaucoup plus de belles choses à sortir de ce confinement pour l'instant que de choses néfastes. On en parlait quand on s'est appelé tout à l'heure, mais les dauphins sont de retour à Venise, les méduses également. On sent que la nature, après en Guyane c'est différent, la nature elle est toujours Mmh omniprésente mh. Mmh. tout le temps, mais je pense que dans les grandes métropoles, etc., la nature souffle. Enfin vraiment, ça lui fait un bien fou que le véritable virus, c'est-à-dire les êtres humains, s'enferment et la ferment aussi. Mmh. Ah bah, ouais, ouais, c'est clair que le silence, des fois, ça fait du bien. Pas de bruit, quoi. Ouais, ouais, c'est C'est ça. clair, c'est clair. Bon, et toi, du coup, vraiment un petit peu, vraiment un peu plus personnellement, comment t'occupes tes journées? À quoi tu penses? Ouais, voilà, un petit peu vraiment comment tu vis le truc personnellement. Si tu devais raconter ça, quel mot tu utiliserais? Comment tu te sentirais? Tu vois? Bah, écoute, sur l'aspect du travail, c'est ce qui m'a motivé, c'est ce qui m'a beaucoup motivé parce que dans mon métier, on n'est quand même pas tout seul derrière un bureau, mais on est face à, 25, parfois une trentaine d'élèves, et c'est autant de petites âmes curieuses, qui n'ont qu'une envie, c'est de prolonger finalement, leur, leur apprentissage, Hmm. et c'était donc super intéressant au début, en tout cas les 2 premières semaines. Sauf qu'après sont venues les 2 semaines de vacances où forcément il y a eu un détachement, et moi, je n'en Ouais. veux pas du tout. Au contraire, même ils ont besoin, parce que j'ai aussi, tu vois, beaucoup réfléchi à l'impact que ça peut avoir sur eux. C'est des enfants, c'est-à-dire qu'eux vivent la crise exactement comme nous, mais différemment, parce que ce sont des enfants qui réfléchissent, complètement différemment. Et je me suis dit: «Merde, putain, nous, en première, si on avait vécu une crise comme ça, à quelques mois du bac, je pense qu'on n'aurait pas été extrêmement serein». Donc j'ai essayé d'adapter beaucoup ma manière de travailler, en fonction de ça. Je sais Mhm. qu'il y a des collègues qui appelaient tous les jours les élèves et leurs parents pour voir si les devoirs étaient faits. Enfin, merci de rajouter autant de pression à une situation déjà hyper complexe. Moi, j'ai voulu quand même rester, un peu plus détaché, tout en continuant à les faire travailler. Ouais. Et puis, pendant les 2 semaines de vacances, j'ai essayé personnellement de penser un peu à autre chose, de me relancer dans des activités que j'avais pas trop faites, Mhm. et puis à penser à l'après, en fait, parce que, je sais pas, je reste très renseignée, surtout pas sur les grands médias, j'allais dire traditionnels, hein, Mhm. parce que cette ambiance mortifère, cette ambiance extrêmement déprimante, elle est pas pour moi, et surtout elle est toujours en train de dédouaner les gens qui peuvent réellement faire quelque chose, à savoir, les Mhm. gouvernants, hein. Sans arrêt à les dédouaner, à dire que tout ce qu'ils disent c'est parfait, alors que la situation qu'on vit tous, je pense qu'on est tous capables de voir à notre échelle qu'est-ce qui serait le mieux, en étant lucide. Tu vois, tu parlais de pédagogie collective, mais c'est insupportable. Enfin, quand ils disent qu'on ne sait pas mettre des masques, enfin, il y a un moment, Mhm. enfin, qui sommes-nous, quoi? On arrive à poser la question. Moi, il me saoule, hein, clairement. Donc, je passe sur des choses beaucoup plus apaisantes, et réfléchir aussi à un monde d'après, mais qui commence pas sur les, enfin, qui commence sur les bases d'un monde d'avant. Il faut pas croire que tout va sortir du petit chapeau magique, hein. Mhm. Il y a des gens qui Ouais. travaillent au monde d'après depuis une quarantaine d'années, tu vois, sans citer forcément de parti ou d'orientation politique. Mais il y a des gens qui pensent au monde d'après depuis des années et des années. Et ce monde d'après, il rime pas avec capitalisme. Si on devait caler le mot dans la vidéo, ça y est, c'est fait. Ouais, bah, dans tous les cas, il serait sorti, hein, mais
Oui, bah, de toute façon, le monde d'après, c'est un peu la. Enfin, alors, on ne sait pas trop, de toute façon, moi, pour te dire personnellement comment je le vis, bon, j'arrive pas est-ce que c'est par crainte ou par comment oui par crainte de pas vouloir attacher le mot fiction qui rattrape la réalité, tu vois. Est-ce que c'est une crainte que j'ai de me dire que bah, ce qu'on vit, oui c'est grave, mais de là à dire que c'est 1984 qui se met en place, Mm. peut-être pas, mais au fond, j'avoue que j'hésite quand même pas mal sur la question. Ouais. Et effectivement, encore une fois, là où l'aspect un petit peu négatif de ce nouveau rapport au temps et à l'espace fait que ah, tu vois à travers ta fenêtre, il fait beau, toi, la nature continue, tu as accès encore à Internet, tu as encore accès à une connexion au monde extérieur, tu arrives encore à penser avec ta tête, et tu te dis, putain, je suis dans un entre-deux. Est-ce que le monde d'avant, comme je l'ai connu, est-ce que je le reverrai tel qu'il était? Est-ce que j'ai envie de le revoir tel qu'il était? Est-ce C'est ça, hein. Mm. que est-ce que c'était réellement bien d'être comme ça, de vivre comme ça? Qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux pour plus tard? Il y a énormément de questions lourdes de sens et qui sont philosophiques, mais pas que. C'est pas que relié au monde des idées où on sort des Non, non, concepts c'est à la pratique con. aussi. C'est purement pratique et c'est les questions les plus importantes. La philosophie arrive après ça pour moi. Et la philosophie, on tire les conséquences de ce qui se passe pour moi, tu vois. Tu peux réfléchir le monde avec la philosophie, mais pour moi, c'est plus, on tire les conséquences du vécu, de l'expérience. Et là, on est dans une Mhm. putain d'expérience existentielle collective, tu vois. Ah, Où, ça, tout à fait, très, très, très bon terme, ouais. Mm. et je me demande un petit peu, bah, c'est le flou total, quoi, de se dire, bon, c'est pas une météorite, on sait pas, on nous a pas dit à la télé, dans 3 jours, il y a une météorite qui va tomber sur Terre, on peut rien faire, on va mourir. Là, on serait dans une autre forme de crise où on saurait que quoi qu'on pense, quoi qu'on aille faire la révolution dans la rue, dans tous les cas, la météorite elle taperait la Terre. Là, c'est juste qu'il y a un virus qui circule, qui fait beaucoup de morts, qui aurait pu en faire plus, mais qui en fait déjà quand même un paquet. Et on sait que c'est le fruit résiduel de notre mode de vie, quoi, des exportations, de la mondialisation, du capitalisme, tout ça, de tous ces termes Ouais. qui nous font chier depuis un petit moment et que dès qu'on les cite, on passe soit pour un gauchiste, soit pour je sais pas trop quoi. Mm. Mais c'est vrai, là c'est révélateur de ça. Et moi, ma déception que j'ai vis-à-vis de ça, c'est qu'on prenne pas assez conscience du potentiel de changement qu'on a et Mm. qu'on n'arrive pas à accuser les vrais coupables, tu vois, dans ce truc-là. Donc je sais pas toi comment tu Absolument, vois ouais. le truc, mais c'est un peu C'est bizarre, vrai quoi. que, ouais, je trouve qu'on a beaucoup vécu parce que effectivement, il y a un avant et un après. Ça, c'est un fait. Le fait d'avoir le temps d'y réfléchir, c'est quelque chose que sans ce virus, on n'aurait pas eu. Mhm. On n'aurait pas eu cette opportunité-là, sans une pandémie comme celle-là. Donc le fait d'avoir, comme tu disais, la perception du temps long, etc., permet de réfléchir à quelque chose, à un changement qui serait global, vraiment universel. Et je trouve ta question hyper pertinente. Est-ce qu'on a envie de revenir au monde d'avant? Cette question, moi, personnellement, là, pour le coup, plus je me la pose, plus je Mhm. me dis, mais jamais, 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 au grand jamais, parce que ça n'est que catastrophe sur catastrophe, et on y courait même avant la catastrophe. Ce que je trouve hyper intéressant, là, pour le coup, c'est le prof de français qui va te parler, c'est le retour du lexical que tu disais à juste titre, tout de suite qualifié comme gauchiste, etc. Mais le fait de parler de capitalisme, de mondialisation, euh, d'utiliser tous ces mots-là à une fin négative, te permet finalement d'envisager un autre monde possible. Et c'en est fini des discours, les fameux TINA, tu vois, je ne sais pas si ça te dit quelque chose, c'est Non. Margaret Thatcher qui théorise ça, ça s'appelle le There is no alternative. Il Hmm. n'y a pas d'autre monde possible que le nôtre, le monde Hmm. capitaliste, hyper néolibéral, etc. etc. Et je trouve que ce temps long-là, c'est vraiment la pierre de marque de... Les gens se rendent compte qu'il y a une alternative possible, qu'elle n'est possible que collectivement, parce que les gens qui sont au pouvoir n'ont qu'un seul intérêt, c'est de maintenir cette espèce de socle en disant bah non, il n'y a pas d'alternative, vous voulez quoi, ça ou l'anarchie, hein, c'est ça qu'ils nous disent. Ouais. Alors que
Il suffit d'avoir un esprit un peu ouvert, éclairé, intéressé au monde, aux choses, aux gens, pour se rendre compte que, évidemment, qu'un changement est possible dès demain. Est-ce qu'il doit passer par des urnes? Est-ce qu'il doit passer par une révolution? Est-ce qu'il doit passer par une révolution intérieure aux gens? Ça, qui sommes-nous pour y répondre, hein? Mais Hmm. ce qui est sûr, c'est qu'il y a une prise de conscience. Ce qui est sûr, c'est que demain ne sera pas comme hier. Et ce qui est sûr, c'est que si demain est comme hier, alors cette crise-là et toutes les autres, les crises écologiques, économiques, sociales, sanitaires, humanitaires, se reproduiront sans cesse et sans cesse et sans Hmm. cesse. Voilà. Ok. Et toi, tu te vois comment vis-à-vis de ça? Tu te vois comme un futur acteur vraiment de ce qui va pouvoir se passer plus tard? Est-ce que tu te vois acteur au sens, bah, il va y avoir une crise économique monstrueuse, il va y avoir en résultante une putain de crise sociale, et Mm. les manifs telles qu'on les a connues avant, gentillettes et qu'on vendait comme surviolentes à la télé, je pense que ça va réellement devenir surviolent pour de vrai. Mm. Et Mm. est-ce que toi, comment tu vois ça? Parce que ça, c'est une réelle possibilité qu'on arrive à une crise sociale, parce que là, on tire la corde sur tous les niveaux. Les gens réagissent Ouais. bien, mais Mm. quand on va commencer justement à leur sortir des gros termes de récession, d'inflation, de pouvoir d'achat, ils commencent déjà à C'est ça. nous l'insuffler en disant qu'on va perdre 8% du PIB, on se rend pas compte, c'est la grande, enfin bref, tous ces grands discours-là. Toi, comment tu te positionnes par rapport à ça? Est-ce que tu te vois encore réagir vis-à-vis de ça comme avant, ou est-ce que tu dis là, soit qu'il faut que j'agisse plus, et si c'est le cas, à quel niveau? Est-ce que ça sera au niveau du coup de ta profession, vis-à-vis de tes élèves, et enfin, du don et de la liberté de connaissance et de transfert de connaissances que tu peux leur faire, ou est-ce que tu passeras dans une forme un peu plus engagée, citoyenne et militante, et si ça doit passer par la rue, est-ce que tu y seras, quoi? Mm. Moi, je suis assez partisan de la théorie de la révolution au bar, c'est-à-dire que Rousseau, dans un petit texte, s'amuse à dire comment est née la Révolution française, et selon lui, ça serait né dans une petite conversation, peut-être dans celle qu'on a là, tu vois. C'est-à-dire une conversation entre deux amis qui discutent, et finalement, tu as un voisin qui l'entend, et puis encore un autre, et encore un autre. Ils se rendent compte qu'ils vivent tous dans le même monde, dégueulasse, immonde, atroce, tu vois, dans un monde immonde, et ils décident un jour tous de se lever en même temps. Hmm. Je suis assez partisan de cette théorie-là, et personnellement, je ne me considère pas forcément comme un activiste, mais comme quelqu'un d'actif. C'est-à-dire que ces conversations-là, je les avais avant, je les aurai encore après avec grand plaisir, mais de là à passer, tu vois, dans l'aspect concret, c'est-à-dire dans la manifestation, etc., personnellement, j'attends quand même quelque chose de fondamentalement massif. Si on est 200 000, eh ben, ce sera les Gilets jaunes 2. Si Hmm. on est 150, bah, ça sera les foulards rouges 2, tu vois. Hmm. Mais pour un réel changement sociétal, et il n'y a pas d'autre mot quand on dit qu'on change de société, ça s'appelle une révolution, hein. Il ne faut pas forcément avoir peur du mot, voir du sang partout gicler. Ça veut juste dire changer radicalement de société, de système de société, la révolution. Et moi, c'est un mot qui m'a toujours attiré, qui m'attirera, j'espère, toujours. Et surtout, à partir du moment où ça deviendra massif et collectif, alors on se fera, entre guillemets, embrigader sans même s'en rendre compte. Du jour Ouais. au lendemain, au lieu d'aller au travail, au lieu d'aller retransmettre, parce que j'ai aussi un point de vue critique sur mon métier, hein. J'adore mon métier et j'espère l'exercer longtemps, mais finalement, je ne fais que retransmettre des valeurs et des idées qu'on m'a retransmises à moi un jour, Hmm. et qui finalement ne viennent que du même endroit, c'est-à-dire du haut, hein. Hmm. Si on devait employer les vrais mots, ce serait la culture bourgeoise. Or, moi, dans mon métier, je ne peux pas demain arriver et éduquer autre chose que ces valeurs bourgeoises-là, parce que c'est mon contrat qui veut ça. Je suis Ouais. salarié de l'État, Hmm. fonctionnaire. Donc, dans mon travail, je ne vois pas comment je pourrais modifier les choses. Je sais que le jour où tout aura changé, c'est le jour où, au lieu d'aller au travail, j'irai dans la rue, parce que c'est dans la rue que ça se changera. Hmm. Et pourquoi? Qu'est-ce qui me fera aller de l'un à l'autre? C'est le côté massif. C'est demain, qu'est-ce que tu fais? On se donne rendez-vous là et on essaye vraiment de changer et de faire passer d'autres idées. Parce que là, c'est plus possible, les gens s'en rendent compte. Ouais. Mm. Le problème, c'est qu'il n'y a pas
Il y avait déjà avant ça une crise politique et ça passait notamment par les gilets jaunes et je pense qu'une grande partie de la population était affectée par ça. Puis même quand tu remontes dans les élections, le taux d'abstention, le taux de vote blanc était considérable, voire majoritaire. Bien sûr. Mais là, c'est l'autre paramètre qui rentre en jeu, c'est que d'une crise politique ajoutée à cette crise sanitaire et sociale qu'il va y avoir, c'est qu'on n'a pas de porte-flambeau, il n'y a pas de juste représentant, il y a pas et vu que l'humain, souvent dans des idées, dans une idée de révolution, a besoin de penser ça en s'agglomérant, en se rejoignant, il y a toujours souvent une tête de file ou quelqu'un qui représente au mieux leur façon de penser, parce qu'il s'exprime mieux, parce qu'il a une meilleure culture, qu'il est plus robuste, peu importe. Et là, aujourd'hui, il n'y a pas de personne, de personnalité ou de gens, même de philosophes, d'écrivains, de poètes. J'ai pas l'impression qu'il y ait quelqu'un qui sortirait un petit peu du lot en disant bon, ce qu'on vit là réellement, c'est un vrai changement, tu vois. Mm. Non, du tout. Il y a personne et c'est quelque chose, je trouve, de particulièrement contemporain, dans le sens où, exactement comme tu dis, dans un collectif, il y en a toujours un qui s'exprime pour les autres. Et on l'a vu avec le début des Gilets jaunes, ce qui était juste passionnant, c'était que à chaque fois qu'une tête remontait un peu, bim, elle tombait. Hmm. Souviens-toi, au tout début, il y avait des porte-paroles des Gilets jaunes qui maintenant travaillent au MEDEF, hein, je ne citerai pas son nom, mais la fille qui s'était élevée avec une vidéo sur Facebook, qui était représentante des Gilets jaunes, etc., qui maintenant travaille au MEDEF. Bon, bref, tout ça pour dire que finalement, cette émergence d'une tête, je suis d'accord avec toi, il y a un côté qui l'attend chez moi et chez beaucoup, mais d'un autre côté, je me pose la question pourquoi? À qui elle sert cette tête? Elle sert à parler dans les grands médias, elle sert à parler au nom d'eux, mais est-ce qu'on en a réellement besoin? Hmm. Moi, je pense qu'un mouvement massif et collectif peut tout à fait s'appliquer sans forte tête. Ou alors, évidemment, avec des fortes têtes groupées et qui sont unanimement dites. Mais il faut pas croire que demain, il va y avoir un mouvement massif comme ça dans la rue, etc. Et qu'un nouveau Lénine, un nouveau Trotsky, un nouveau Schmilblick va sortir sa tête et dire, voilà, je suis représentant de tous, parce que ça serait revenir au monde d'avant, ça serait revenir à un monde pyramidal et structurel, tu vois. Alors, or, je pense que c'est quelque chose qui débecte profondément les gens. Maintenant, on a envie d'horizontalité, Hmm. du fait que nos décisions soient aussi importantes pour le petit qui ne parle pas et celui qui gueule très fort. Hmm. Euh, je trouve que c'est de plus en plus incompatible avec l'émergence de fortes têtes. Hmm. Voilà. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Puis de toute façon, je pense que la globalité de gens veulent du changement et veulent voir les choses ne plus être comme elles sont avant. Ça oui, mais faut être honnête, moi je suis pour la révolution, je suis pour un grand changement des idées et changement de mode de vie. Dans tous les cas, on est forcé. Là, on le voit bien, et comme tu disais, on consomme différemment. On est forcé par ce virus-là qui nous envahit autour de nous de vivre différemment, de penser différemment. On est forcé. Donc on est nous-mêmes un peu en mutation existentielle par rapport à ça. Donc c'est un cheminement qui se fait assez naturellement parce que bah il y a un effet un peu darwiniste, quoi. Il y a un effet de, bah, il y a ce virus-là, ça arrive, bon, ça tue des gens, mais ceux que ça ne tue pas, ils rentrent dans une forme d'analyse parce que socialement, on a dit qu'il fallait faire un confinement et ainsi de suite. Tout se fait, il y a un mouvement naturel qui se fait et on verra vers quoi ça nous mène après quand on aura re-accès à nos libertés et qu'on pourra aller dans la rue. Mais je pense que globalement, la majorité des gens, dans ce qu'ils ont dans leur mode de vie, à part les gros changements qui sont liés au mode de consommation, etc. Le fait d'avoir un toit, le fait d'avoir Internet, de travailler, d'être actif, il y a quand même des choses qui sont bonnes. C'est juste l'impact que ça a socialement dans nos têtes et que ça soit purement sous l'aspect rentabilité et profit, quoi. Bah voilà, je pense que le gros souci, il faut encore, on l'a utilisé le mot tout à l'heure, mais c'est le système de production. Je veux dire, oui, on a effectivement un toit, on a Internet, on a une possibilité finalement de faire corps avec la société, c'est vrai, mais au dépend de qui? Au dépend de tous ceux qui n'y ont pas accès. Enfin, je veux dire, Hmm. ne serait-ce qu'un toit, ne serait-ce qu'Internet, ne serait-ce que tout ça, c'est même pas accessible à absolument tous. Tu vois, donc ce mode de production qu'on vante depuis presque 200 ans partout, il met des gens sur le carreau, littéralement. Et en Guyane, je vais te dire un truc, je le vois, j'ai l'impression,
de façon décuplée. Hmm. Hein. On a quand même un point de vue très européano-centré quand on vit en Europe, et c'est normal. Je veux dire, c'est tout à fait normal. Mais quand tu te retrouves en Guyane, tu te rends compte que même ce qu'on considère comme le minimum, un toit, Internet, travail, etc., il y a un nombre hallucinant de gens dans le monde qui ne l'ont pas. Hmm. Hein. Et les histoires du capitalisme qui gâche, qui détruit la planète, etc., c'est quelque chose qui se sait maintenant. Enfin, je veux dire, c'est plus un secret de polichinelle. Et les gens qui sont interviewés et qui essayent de le défendre sont de plus en plus mal à l'aise. Ça se voit. Parce Hmm. qu'ils essayent de ne défendre que le profit, que ce système-là. Et demain, tu vois, peut-être qu'on n'a pas besoin de fortes têtes, mais si on a toujours besoin de repères. Et je pense qu'il y a des gens qui ont travaillé à un changement de système depuis énormément d'années, presque 200 ans, tu vois, qui ont pensé un changement de système. Leur Hmm. mise en application a toujours été une catastrophe, mais parce que peut-être l'être humain n'était pas prêt et ne se rendait pas compte. Tu vois, Marx, par exemple, pour ne citer que lui, il n'a jamais pensé l'écologie. Jamais. Et ben demain, un système qui met au centre l'écologie et donc forcément une reprise des superstructures, de comment distribuer, de comment produire, etc. Si tu mets l'écologie au centre, jamais le profit ne sera roi. Hein. C'est logique, c'est évident, mathématique. Et remettre ça au centre, mais du coup, il faut pas faire table rase du passé, comme disaient mes aïeux, mais il faut bien reprendre les bases de réflexion qui ont été portées, qui ont été même synonymes d'espoir. Enfin, je veux dire, à la dernière présidentielle, il y en a un qui, dans son programme, avait quelque chose qui portait de l'espoir. Tu te rends compte? Enfin, c'est un mot qui n'a pas de sens dans le capitalisme. Dans le capitalisme, ce qui a du sens, c'est le risque. Hein, Hmm. c'est risqué. Voilà, c'est comme ça qu'il marche. Mais l'espoir, c'est pas quelque chose qui fait fonctionner cette machine-là. Moi, je pense il y a des possibilités de changer une société avec des bases déjà faites, sans compter les têtes. Pensons aux idées déjà. Mais il y a des idées fabuleuses qui ont été mises en place et qui pourraient demain être mises en place si seulement il y avait des gens compétents et volontaires au poste décisionnel. Hmm. Ok. Au niveau un peu plus du coup retour à la réalité, de ton présent en Guyane, tu échanges avec des gens sur place, avec les professeurs avec qui tu travailles, quels sont les médias qui existent en Guyane, qu'est-ce qu'ils disent du confinement, tout ça, est-ce qu'il y a des analyses un peu, il y a des trucs? Alors, au niveau des médias, il y a une antenne de France Info qui s'appelle France Guyane, Ouais, voilà, qui fait du coup des reportages concernant la situation. C'est une chaîne d'infos en continu, enfin plus ou moins. Il y a aussi des émissions. Et c'est vrai que moi, je m'en informe parce qu'ils font des vignettes sur YouTube qui sont assez courtes. Je vous invite à regarder si ça vous intéresse. Hein. hmm, Des vignettes assez courtes qui font le point finalement sur la situation particulière de la Guyane, ok, ouais, où il y a des problématiques qui sont pas du tout celles de métropole. Enfin, je veux dire, on parle sur Guyane première des petits villages amérindiens qui sont au fin fond de l'Amazonie. Et la panique commence à naître parce qu'ils n'ont pas du tout le même système immunitaire que nous. Et le moindre contact décimerait des populations entières. Donc, c'est des problématiques qui sont tout à fait différentes, très intéressantes, ouais, passionnantes à suivre, mais assez tragiques. Il y a aussi la situation du Brésil qui inquiète beaucoup en ouais, Guyane ouais, 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 parce qu'il est juste à côté et que eux sont dirigés par un tel abruti qui considère le Covid comme une grippette. Il l'a dit, hein. ouais, ouais, j'ai vu passer ça, ouais. Euh, voilà, donc Jair Bolsonaro, qui d'ailleurs, dans la même semaine, a vu son ministre de la Santé Ouais, démissionner. Si ça pouvait donner des idées aux nôtres, ça serait sympa aussi. Et le ministre de la Justice aussi, qui a démissionné hier ou avant-hier, je ouais, c'est ça, crois, ouais, j'ai vu l'article juste avant, ouais. voilà, qui a pourtant enfermé son principal opposant avant l'élection et qui aujourd'hui dit non mais Bolsonaro, c'est juste une horreur, quoi. Et quand tu sais le petit fun fact que la plus grande frontière française terrestre, elle se trouve pas en métropole, en fait, elle est en Guyane, entre la Guyane et le Brésil. C'est la plus longue frontière terrestre française. Et qu'il y a quand même beaucoup de possibilités de passer d'un pays à l'autre. C'est vrai que les Guyanais sont un peu paniqués à l'idée de voir des masses de Brésiliens arriver par panique, en fait. Par panique, parce que dans leur pays, rien n'est géré. Bolsonaro considère que ça n'existe pas. Il fait des bains de foule, il s'en fout complètement.
Hmm. Donc c'est un peu l'avis que j'ai de mes quelques amis que j'ai ici, mes collègues aussi qui en parlent assez souvent. Et j'ai quelques élèves aussi qui me font des retours, des élèves brésiliens, qui ont un peu peur de cette situation-là aussi. Ouais. Ouais, c'est vrai que là-bas, dans leur pays, bon, c'est une autre forme de crise, quoi. C'est effectivement leur Mm. président, bon, qui est l'équivalent du Trump, du Trump Complètement. américain. On Ouais. est vraiment, il va y avoir une implosion, quoi, d'ici peu, je pense, chez eux Mm. quand même. Ouais. Non. Ouais, c'est sûr. Et ce qui est paradoxal, c'est que c'est pourtant les classes populaires qui l'ont élu, donc celles qui galèrent entre guillemets le plus, et qui aujourd'hui se rendent compte qu'elles ont mis un fasciste extrêmement dangereux au pouvoir, qui d'autant plus ne fait que relayer des fake news. Et je veux dire, ça, pour le coup, en Europe, on s'en rend pas compte à quel point ça peut être grave et dangereux quand un dirigeant d'État, celui auquel tu es censé quand même à minima faire confiance pour que la société fasse corps, le mec te ment ouvertement en disant, mais non, mais il n'y a pas de cas au Brésil, il n'y a eu qu'une grippette, c'est rien du tout, continuez à sortir, c'est pas grave. Donc les gens sont vraiment, vraiment en panique. Mm. D'accord. Et c'est qui gère la Guyane? C'est quoi? C'est une préfecture? C'est quoi? Comment ça marche? Ouais, 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 il y a la préfecture de Guyane et Ouais, il y a ouais, deux députés non, pardon, oui, c'est ça, il y a deux députés, il y a deux circonscriptions, donc Cayenne, c'est-à-dire la plus grande ville, et ouais, le reste du territoire. Et puis voilà, c'est géré comme une préfecture. En termes d'académie, pour mon travail, par exemple, ouais. il n'y a pas d'académie de Guyane, il y a une académie pour les Antilles, Ok, donc Guadeloupe, Martinique et Guyane. ok, d'accord. Mm. Ok, mince, j'avais une autre question, elle m'échappe. Ouais, donc tu disais ouais, aussi, il y a que deux hôpitaux en Guyane, c'est ça? Ouais, Ok, un pour l'Est, l'autre pour l'Ouest. ok. Et c'en est où la situation de la Guyane au niveau du Covid? Alors, au début, pendant assez longtemps, on a eu une stagnation. Il y a eu 4 ou 5 cas, d'ailleurs, qui viennent du même cluster qu'en Moselle, en France. Tu sais, avec cette réunion religieuse-là, qui s'est Ok, passée dans l'est de la France. Et ben, il y a une des nonnes qui est revenue en Guyane et qui, du coup, a importé le virus. Donc, il y a une petite stagnation autour de 4-5 cas. Après, c'est passé à 18. Et là, on est quasiment à une centaine cette semaine. ok, donc ça, vous êtes un peu dans l'étape montante, quoi. Ouais, tout à fait. Ok, donc ça c'est un peu à suivre, quoi. Mais bon, parce il y a deux hôpitaux, il y a combien d'habitants en Guyane au total, tu sais à peu près? Alors, j'ai peur de dire une connerie, mais je pense qu'on est environ 200 000 Ok, en Guyane. Alors, sachant que, en fait, j'ai peur de dire une connerie pour la simple et bonne raison que il y a une population énorme qui est en fait une population illégale, qui vient du Suriname, du Brésil, qui vient des îles aussi, et hmm. du coup qui n'est pas comptabilisée dans les recensements. Donc, D'accord, ok. in fact, on est beaucoup plus, mais dans le recensement principal de Guyane, on doit être dans les 200 000. Ouais. Ok, d'accord. Donc ouais, donc peut-être que cette peur liée aussi au Covid n'est pas encore vraiment en place chez vous, quoi. Bah, c'est ça, hein, ça se voit dans les rues, tu vois, les gens marchent, il y a peu de masques, il y a peu de choses. Bon, malgré tout, c'est quand même mieux qu'il y a quelques semaines. Ouais, Mais bon, tu sens qu'en gros, ici, vraiment, s'il y avait une vague épidémiologique qui venait à surcharger les hôpitaux, ça serait une réelle catastrophe humanitaire ici, parce qu'il y a moins de moyens, il y a moins de. Déjà qu'en France, c'est pas génial, alors imagine en Guyane, quoi. hmm. C'est assez terrible. Et on n'a pas la chance de la Nouvelle-Calédonie qui, elle, a tellement peu de cas qu'ils ont déconfiné avant-hier. Ok, Ils seraient restés confinés 2 semaines et après ils ont déconfiné parce que ils ont du coup assez peu d'immigration, etc. Donc ils gèrent leur population. Et c'était superbe d'ailleurs de voir ce à quoi va ressembler notre déconfinement, puisque eux, ils sont déjà déconfinés. Alors, ils sont heureux, ils sont sur les plages, ils adorent tout ça, et puis il y a plus de cas en ouais, fait. ok. Ouais, puis ça a été un épisode assez court chez eux, j'imagine, quoi, du coup, en fait. C'est ça. Donc, voilà, nous, c'est après, bon, c'est la gestion de la France, hein. De toute façon, c'est en train d'être sujet à polémique, mais ça l'était déjà depuis le début, des fameux, on a exporté tous nos labos, il n'y a plus qu'un labo en France qui est capable Bah, de faire des tests, donc là, on est en train de réquisitionner ce qu'on peut. Les masques, on a bien vu qu'on a merdé énormément sur à la fois les stocks qui étaient disponibles, ceux qui étaient périmés, qui étaient pas comptabilisés, enfin bref, tout ça, c'est un peu un charabia que nous, on a un peu du mal à comprendre. Et derrière, encore une fois, il y a ce discours un petit peu pédagogique où on nous dit bah il faut respecter les gestes barrières, il va falloir porter des masques. Bon, il veut nous apprendre à porter des masques, mais effectivement, bon, ces masques-là, ce serait bien déjà qu'on les ait. mm, Euh,
Donc je pense que ouais, il y a la peur n'est pas juste le fruit d'un changement un peu brutal, c'est de se dire bon bah, qui c'est qui nous gère et qui c'est comment ceux qui gèrent la crise la gèrent et de se dire bon bah Mm. c'est pas réjouissant de se dire que les gens maintenant qu'est-ce qu'ils font? Il y a plein d'assauts, ils se fabriquent leurs masques eux-mêmes et les gens s'en sortent très bien en fait. Les gens n'attendent même plus d'avoir des directives pour mettre en place des choses, tu vois. Mm. Donc Ah, mais c'est terrible, si tu me permets un petit coup de gueule, on est le 8e pays en termes de puissance économique, soi-disant, hein. Le 8e pays au monde, il n'est pas capable de fournir des masques à toute sa population. Il n'est même pas capable de faire des tests. Il n'est pas capable d'avoir une seule voix. Enfin, je veux dire, pour prendre l'éducation nationale, Blanquer, il va te dire quelque chose qui va être démenti par Édouard Philippe et qui va ouais. être réappliqué par Macron. C'est quand même ouf. On est le 8e pays au monde, d'accord? La 8e puissance mondiale. Et on est incapable de faire ne serait-ce que des masques, hein. En Union soviétique, quand ils faisaient des campagnes de vaccination pour la tuberculose, tu peux aller voir tous les gens qui ont vécu cette époque-là, ils ont une petite trace comme ça sur l'épaule. C'est parce que il y a eu à un moment une campagne de vaccination massive. Le mec, en 2 jours, l'Union soviétique, elle était vaccinée. En entier. En entier, le nombre de pays que ça comprend avec, je te parle même dans les petits villages du fin fond de la Sibérie, ils étaient vaccinés en 2 jours. Hum. Donc, c'est pas une. Tu vois, il y a quand même une question idéologique derrière. Je veux dire, si on ne fait pas ces masques, si on réquisitionne pas, si on nationalise pas, même en temps de guerre, soi-disant, il l'a dit 6 fois, hein, monsieur le président. Il a dit six Hum. fois qu'on était en guerre, il n'est pas capable de faire des masques. Non, mais c'est quand même. Enfin, il y a un point de rupture là. Là, Ouais, il y a c'est un point clair. de rupture vraiment qui est trop grave. Je veux dire, c'est pas possible si on n'est pas capable de faire des masques en papier pour toute la population et on est 60 millions. Hein, on n'est pas 300 millions comme aux États-Unis, tu vois. Enfin, c'est Hum. vraiment aberrant. Non, bah, c'est juste révélateur d'effectivement qu'on n'était pas du tout préparé à ça et que au final, est-ce que si on aurait eu une parfaite gestion de la crise, on aurait eu du coup bah, cette étape de confinement, cette étape de remise en question, est-ce qu'on aurait eu tout ce temps là qu'on a maintenant pour penser l'avenir? Peut-être pas, et au final, donc peut-être que tout aurait continué un peu. Donc bon, est-ce que c'est un mal pour un bien? Je sais pas, c'est un gros mal parce il y a eu des morts et qu'on on a perdu du temps sur une gestion qui aurait pu être mieux maîtrisée. Mm. Mais du coup, de fait, c'est révélateur du problème de base dont on Ouais, parle, quoi, tu vois. Donc je pense que, bon, absolument. c'est un peu triste comme c'est, mais j'espère que... Bon, ça fait un moment qu'on est là à savoir que, bon, c'est bien d'avoir une gouvernance, je parle pas de gouvernement, une gouvernance, hein, mais de voir à quel point c'est de la construction, quoi. Enfin, et nous, on est là face à ça en disant, bon, C'est de la bah, gestion, en fait. ouais, c'est un peu de la C'est de la gestion. gestion. Ils essayent tu vois, de gérer la crise. Or, il ne faut pas gérer une crise, hein, il faut la régler, la crise. C'est quand même le principe. Je poursuis juste mon coup de gueule parce que ça Ouais. m'est revenu là en, en y pensant. À Marseille, tu vois, ils ont distribué des blouses. Alors, en ouvrant les blouses, ils ont découvert qu'elles se déchiraient parce que c'était des sacs poubelles. Mais où est la dignité? Là, tu vois, on parle Hmm. juste de dignité humaine. Tu as des gens qui se tuent et qui se tuent littéralement pour aller au travail, pour sauver des gens. Et la réponse de l'État, c'est de filer des sacs poubelles qui se déchirent quand on les ouvre. Et on est la 8e puissance mondiale. Enfin, je veux dire, défendre un gouvernement qui a autorisé ça, un tel manque de dignité, c'est approuvé. Je trouve que Hmm. le défendre, c'est l'approuver maintenant, tu vois. C'est pour ça que je parlais de point de rupture, c'est qu'il n'y a plus d'entre-deux. Il n'y a plus de oui, mais ils font quand même leur maximum, tu comprends. J'ai beaucoup d'amis qui pensent comme ça, qui disent bah oui, mais toi, à ta place, t'aurais fait quoi? Ou alors oui, mais quand même, Macron, il gère bien la situation, tu trouves pas? Non, mais où est la dignité? Où est juste l'aspect humain des choses, quoi? On préfère verser des milliards aux entreprises pour qu'elles ne s'effondrent pas, plutôt que de donner des gants et des blouses qui ne se déchirent pas à des soignants. Bien sûr. C'est terrible. À Cuba, qui est pas très loin de la Guyane, tu vois, 100% de la population a des masques. C'est les plus grands chercheurs en termes de médecine depuis des décennies et des décennies. Parce qu'un jour, ils ont fait un choix de société qui était de tout mettre, un, sur l'éducation, de deux, sur la santé. Alors, à l'époque, il n'y avait pas le questionnement écologique aussi présent. Mais demain, moi, tu me proposes une société qui se base sur 3 pôles: l'éducation pour éclairer les gens, pour que les gens réfléchissent
pas juste qu'ils s'abreuvent de BFM TV et qu'ils ne sachent plus quoi faire. Mais d'être des citoyens éclairés. Deux, une situation sanitaire qui pourrait être gérée de manière réglée, en fait, Mhm. avec un autre pôle qui est l'hôpital. Et un troisième pôle écologie, mais on fait tourner la société demain comme ça, tu vois. Mhm. Ouais, ouais, Voilà. j'espère. J'espère aussi Ah oui, moi aussi. que ça peut être Moi aussi, suffisant, mais j'espère. voilà, il va y avoir énormément de déconstruction à faire je sais pas par quoi ça passera. Est-ce que ça passera par effectivement comme on disait, une prise de conscience collective qui nous amènera du coup une facto à un changement de société? Est-ce que ça passera par encore une scission plus grande entre les discours politiques et la réception des gens? Bon, écoute, ça c'est l'avenir nous le dira, et là on vit un peu tous au jour le Ouais. jour, donc euh, c'est deux temporalités qui sont très éloignées les unes des autres, mais en même temps on sent que c'est là et que ça arrive, quoi. Donc dès C'est ça. qu'on va arriver là fin mai ou 11 mai, je pense que ça va être une deuxième étape, quoi, vraiment qui va être particulière, je pense. Je sais pas si les gens ont vraiment, enfin, sont demandeurs de, voilà, du jour au lendemain, comme du jour au lendemain, on a quitté notre modèle d'avant, mais on y vit encore un petit peu parce qu'on est en stagnation. Est-ce que du jour au lendemain, on va rebondir dedans comme si de rien n'était, comme si on a fait, ce laps de temps de 2 mois et demi était un mauvais rêve, quoi, tu vois. Très bonne question, hein, très bonne question. Je- C'est ça qu'on se pose. Est-ce qu'on va revenir travailler comme des petites fourmis, se dire bon bah voilà, il n'y a pas trop le choix. Je sais pas. J'ai un peu tendance quand même à penser parce que j'aime beaucoup réfléchir à l'aspect générationnel de la chose. Tu vois comment chaque génération vit un peu déjà Hmm. avant hein, le confinement et même ici. Je trouve que c'est le combat de la nôtre de génération. Qu'est-ce que tu en penses? Bah moi je m'étais toujours dit hein, je m'étais toujours dit que dans tous les cas on allait vivre un truc, tu vois. Je me suis dit bon, c'est chelou. Voilà, il y a eu la génération 2000, bon, on était là un petit peu avant, mais on était quand même sur cette liaison-là. La génération 2000 est pas mais quand même un petit peu la nôtre d'une certaine façon. Et je me suis dit, waouh, il y a eu une vraie accélération, et nous, on a vécu cette accélération technologique et ouais, globalement technologique, je pense, parce que bon, le reste était grosso modo à peu près pareil, mais on a eu aussi un peu ce rapport au travail différent. De se Mm. dire que nous, bah, tu vois, là, moi j'en suis l'exemple vivant, de me dire, bah, j'ai pas fait un cursus d'études particulier, je me suis arrêté, je fais ça, peut-être que demain je ferai un autre truc, j'en sais rien, et encore plus aujourd'hui avec ce temps-là et ces réflexions que j'ai, je ne sais toujours pas de quoi sera fait réellement mon avenir, je n'ai pas de poste clé, alors que pour le coup, la génération de nos parents, qui est celle d'avant, du coup, eux étaient encore ancrés sur ce modèle-là de, bon, je fais ce cursus-là, ces études-là, bon, je peux éventuellement changer, mais il faut que je reste un peu rattaché à la branche dans laquelle j'étais initialement. Là, on en arrive à un Mm. point où effectivement, je pense que c'est on est la génération qui vit ça et qui doit être actrice. Et c'était révélateur avec les Gilets jaunes de voir que la mobilisation des jeunes, la mobilisation étudiante était assez mince, quoi. Il y a eu de la mobilisation étudiante, mais c'était Mm. vachement sur des problèmes liés aux réformes des lycées, aux réformes des facs. Enfin, ça a Ouais. jamais été plus ouvert, quoi. Alors que bon, on a un potentiel d'action chez les jeunes qui est fort, quoi. Donc Ouais. j'espère que là, après ça, on va prendre en main ces choses-là et qu'il va y avoir des âgés, quoi, des étudiants vont avec leurs professeurs pouvoir un peu développer ça et qu'il y ait des vrais sujets d'études sur comment ça s'est passé, comment parce que les sujets d'études, c'est souvent sur un événement qui s'est passé il y a 10-15 ans et on commence un petit peu à étudier le truc parce que bon, c'est passé, on peut commencer un petit peu à y réfléchir. Mais là, je pense que ça serait vraiment intéressant de se dire qu'un vrai sujet anthropologique et un vrai sujet sociologique, bah, il est en train de se passer maintenant. Et si on l'étudie maintenant et qu'on le suit dans le temps, dans son évolution, peut-être que là, on peut se diriger vers une forme de conscience collective éclairée et que ça finira pas en bain de sang ou en crise sociale dramatique, tu vois. Mm. J'ose espérer en tout cas. Après, l'histoire donne pas trop raison à cette idée, j'allais dire, pacifique d'un changement de système. Je pense pour la simple et bonne raison, pour faire très rapidement, que les gens qui actuellement détiennent les leviers de changement de la société ne les lâcheront pas parce qu'on leur demande. Donc, ça doit passer par un processus violent
Après, qu'est-ce qu'on met derrière violent? Est-ce qu'il faut couper des têtes? Est-ce qu'il faut tuer tout le monde? Moi, j'en suis sûr que non. Mais en même temps, ça peut pas se passer de manière pacifique. Allez, s'il vous plaît, à nous, quoi. Ouais, ça Et c'est pourtant, certain. c'est à nous, c'est à notre tour de venir. Mhm. Hein, je partage beaucoup ce que tu dis sur l'aspect générationnel de. Après, tu vois, on pourrait en débattre longtemps de pourquoi les étudiants ne sont pas greffés aux gilets jaunes, etc. Je pense que la précarisation de la condition étudiante joue énormément par rapport au fait que tu oses pas t'impliquer, parce que si tu t'impliques, tu peux pas aller au travail. Si tu peux pas aller au travail, tu peux pas payer ta résidence Crous. Et si tu payes pas ta résidence Crous, tu es dans la rue, tu vois. Donc, c'est. Mhm. Alors là, c'est peut-être schéma un peu simplifié, mais moi, je pense que les étudiants ne sont plus à même, comme en 68, par exemple, de gueuler, de se rebeller vraiment fort, parce qu'on les a précarisés de manière incroyable. Mhm, c'est vrai. Et que maintenant, enfin, je veux dire, nous deux, on a été étudiants travailleurs, hein, on était obligés de travailler à côté de nos études. Hein. Donc c'est sûr que quand tu es accroché au système par ton travail et qu'en même temps tu as envie d'être contre, bah tu te tais et tu avances, quoi. Mhm. Mhm. Je pense que c'est quand tu n'as plus rien à perdre que vraiment tu avances. Et ce temps long-là qu'on est en train de vivre, je pense, nous fait prendre conscience qu'on a énormément perdu de temps, et que demain, finalement, on n'a pas tant à perdre que ça. Tu vois, on n'a pas tant à perdre que ça à changer C'est de vrai. Ouais, système. ouais. Et au contraire, on a même peut-être plus à gagner. Ouais, je suis Tu assez vois? d'accord avec toi, c'est vrai, c'est vrai. On en arrive. Bah, tu sais, c'est souvent un peu. Je sais plus où j'ai eu cet exemple-là. Je crois que c'est dans une série. Enfin bref, je sais plus où en gros t'as le syndrome un peu du fumeur, quoi. En gros, toi, tu fumes, donc t'as cette cigarette-là, tu la fumes, elle te fait du bien, tu vois, tu kiffes fumer, bon, ça joue sur ta personnalité, ça joue sur toi, voilà, ça a un petit côté agréable, et jusqu'au jour où on va te dire, ah, bah là, monsieur, en fait, vous avez un cancer, quoi. Et là, d'un coup, tu vas avoir cet état de choc où tu vas dire, putain, merde, donc moi qui prenais tant de plaisir à fumer ma cigarette, je savais le potentiel risque qui était lié à cette cigarette-là, mais Mmh. ça passait outre parce que j'avais pas de notion réelle du cancer et de ce que ça pouvait être. Et là, le jour où ça m'arrive dessus, je me dis merde, et là, tu as un état de choc, et là, tu commences à changer. Et je pense que là, ce moment précis dans lequel on est, et c'est une métaphore claire et précise de ce qu'on vit actuellement, tu vois. C'est-à-dire, bah là, Absolument. réellement, la phase, le stade 1 du cancer est entamé, et on a encore la possibilité de le comprendre, de le percevoir et de l'assimiler, et de se dire, bon, bah là, il faut faire quelque chose contre ça. Mmh. Tout à fait. Voilà quoi. Bah, écoute, absolument d'accord et puis ça finit sur une petite note d'espoir aussi parce qu'on se dit pas, tu vois, on n'est pas défaitiste, à se dire: «Bon, bah, voilà, bon, bah, demain sera comme hier» et cetera. Il y a quand même une notion, enfin, je sais pas, excitante, tu vois? Mhm. De se dire que c'est possible, qu'on va le faire et que, qui vivra verra, mais voilà, Ouais, je vivons. suis assez d'accord avec toi. Je suis assez d'accord avec toi. Faut pas, il faut savoir être pessimiste, mais aussi optimiste. Je pense que les contradictions et les opposés se ressemblent d'une certaine façon. Il faut savoir assimiler les deux. Je pense qu'il faut pas être purement optimiste en se disant oui, l'homme a cette capacité à rebondir, il est source de Mmh. réflexion, comme il faut pas être, et je connais des gens qui sont comme ça, et j'espère que j'aurai l'occasion d'en interviewer dans ce petit schéma-là, mais qui sont très portés sur, où ils lisent des trucs où ça va être une réelle catastrophe, on se rend pas compte, l'espoir est faible, de toute façon on est voué à ça, l'effondrement de notre civilisation, comme certains philosophes l'estime potentielle. Mmh. Il faut piocher à droite à gauche les éléments qui nous semblent vrais, qui nous parlent, et de se dire que l'un n'est pas contradictoire avec l'autre. Voilà, c'est le seul risque C'est qu'il ça. peut y avoir, c'est qu'il y ait une nouvelle scission dans la conscience dans la conscience et la prise de conscience collective où on soit amené à choisir un camp, se dire bon bah toi t'es quoi, toi t'y crois toi, ah, bah, dis donc, je sais pas comment tu fais pour y croire, il faut juste se dire bon bah il faut prendre toutes les idées telles qu'elles sont et essayer de les assembler ensemble pour construire un truc qui est au-dessus de ça quoi. Mmh. Et puis comme tu dis, très bien, piocher dans l'optimisme et piocher Il dans faut, une ouais, ouais. forme de pessimisme, c'est, comme tu voulais que soit cette émission, c'est-à-dire rationnel, en fait. Quand on pioche Hmm. et dans l'un et dans l'autre.
être Ouais, sans rationnel et oublier ce que ça, sans oublier ce que ça nous procure, parce on n'est pas juste des têtes pensantes et l'émotionnel a un impact fort sur nos modes de pensée. Et s'il y comment? a du pessimisme et Absolument. s'il y a des pensées radicales qui naissent de cette période-là, elles sont le fruit d'une situation émotionnelle. Donc le rationnel, oui, mais pareil, il faut savoir pareil, le piocher dans l'émotionnel pour ne pas être que rationnel, quoi. Ne pas de se dire je pense Ouais, la situation, mais quel impact j'en ai et comment je m'y implique dedans. Ouais, c'est clair. c'est ça. Survivants de tous les pays, Ouais, unissez-vous. unissez-vous, même drapeau. Même drapeau. Bon, bah voilà, affaire à suivre, quoi. Merci Antoine, Ouais, merci beaucoup. je t'en prie, je mets ça en ligne et puis C'était top. nous, on continue à se contacter. D'accord, avec grand plaisir. Salut Yes, Antoine. allez, bisous, mon vieux.